Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre sur Télé Sahel cet entretien avec le ministre d'État, ministre à l'Intérieur, M. Bazoum Mohamed, qui est par ailleurs président du comité interministériel de négociation avec les syndicats. Monsieur le ministre d'État, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous assistons depuis quelque temps à une certaine agitation du fait de l'opposition et de la société civile. D'abord, l'opposition dans la déclaration qu'elle a rendue publique le 17 décembre demande au président de la République de démissionner. Ensuite, le 21 décembre, la société civile organise une marche suivie d'un meeting au cours duquel elle demande, elle aussi, ou du moins, elle vous accuse de dévoyer la démocratie. Qu'est-ce que vous leur répondez? Oui, tout à fait. En effet, ces dernières semaines, nous avons assisté à ces événements auxquels vous venez de faire allusion. Et pour ce qui nous concerne, gouvernement, nous n'en avons pas été surpris particulièrement. Il s'agit d'un scénario écrit depuis quelque temps et qui est mis en œuvre de façon pas particulièrement habile et sur lequel, en effet, il est bon, il est heureux que vous me donniez l'occasion de me prononcer. Le 13 du mois de décembre passé, le 14 aussi, me semble-t-il, et même le 15, s'est tenu à Abidjan une grande réunion appelée Forum du parti Lumana. À l'occasion de ce forum, un certain nombre de décisions ont été prises suite à l'analyse qui a été faite de la situation nationale, l'évaluation qui a été faite, selon eux, de l'état de décrépitude de l'État du pays. Et les décisions qui ont été prises ont consisté à dire que la situation est désormais mûre pour que le parti Lumana prenne le pouvoir à l'issue d'un grand bras de fer sur le modèle insurrectionnel dont a toujours rêvé ce parti. Et la consigne a été donnée que l'on utilise la société civile parce que, selon eux, elle peut présenter un visage avenant. En général, l'opinion nationale, mais surtout internationale, donne beaucoup de crédit à la société civile qui est censée être composée d'hommes qui ressemblent un peu à des anges, hein, qui sont très innocents, hein, qui ne font pas de politique et qui aiment particulièrement leur pays et qui le défendent. Donc, c'est pour cela qu'il s'appelle société civile. Alors, c'est ce scénario qui est mis en œuvre. Hein. Ceux qui avaient pensé cette grande stratégie réfléchie depuis très longtemps, au demeurant, considèrent que la situation sociale est catastrophique, que le gouvernement est à bout de souffle, il est en banqueroute, il est incapable de payer les salaires, il est incapable de faire face à ses charges minimales de souveraineté. Et c'est d'abord le secteur de l'éducation qu'on avait voulu un peu instrumentaliser à travers ces grèves dont vous vous souvenez. Et puis, évidemment, tout cela devait culminer à travers une grève générale de tous les travailleurs. Ce devait être l'ITN qui servirait de cheval de Troie à cet égard. Le préavis de grève était certainement déjà rédigé et ça devait culminer à travers la manifestation du 21 décembre, qui est une grande répétition générale de ce qui va se poursuivre par la suite et qui va déboucher sur une grande insurrection populaire. Lorsque vous lisez les réseaux sociaux par lesquels s'expriment les militants de Lumana, vous comprenez aisément que c'était ce scénario-là qui est à l'œuvre. Ils nous accusent en effet, oui, de ne pas être des démocrates. Je veux vous faire un petit florilège des gracieusetés dont nous avons été servis par le militant de Lumana qui avait lu la déclaration de la soi-disant société civile à l'occasion de cette manifestation du 21 décembre. Voilà quelques-uns des termes qu'il a utilisés, qui sont très violents, qui relèvent du répertoire qu'affectionnent particulièrement les militants du parti Lumana qui est en train de se défigurer pour se transformer en une véritable secte avec un gourou et de militants extrémistes outranciers dans leurs propos,
comme leurs militants qui avaient lu la déclaration de la soi-disant société civile. Voilà les termes qu'il a utilisés. Racaille politique en parlant du président de la République, du gouvernement, horde de hors-la-loi, voleur, mafieux, le terme mafieux est revenu de façon récurrente dans son discours, gangster, facteur de division du pays, il revient là-dessus également, corrompu, voyou, et j'en passe. Ces termes-là, ils sont très violents. Ils sont le fait d'un parti politique qui est en train de devenir extrémiste. Parce que l'extrémisme, c'est d'abord par la violence du discours que ça se ressent. Je pense que celui qui tient de tels propos n'est pas quelqu'un de la société civile. C'est une prise de position injurieuse. La société civile est censée être neutre. Elle peut critiquer un régime pour sa gestion, mais pas laisser exprimer des sentiments de haine aussi forts. Lorsque une personne comme cet individu-là traite le président de la République avec les termes qu'il a utilisés, il ne considère même plus qu'il a un minimum de dignité et qu'il lui doit, ne serait-ce que pour son âge, pas même pour sa fonction, le minimum de respect. Il ne lui manque pas seulement du respect, il lui exprime du mépris. Et lorsque vous vous comportez de la sorte vis-à-vis de quelqu'un, ça veut dire que vous avez tout rompu et vous sortez de la démocratie dont le code, c'est précisément est marqué au coin de l'exigence du respect. Le parti Lumana a des personnes qui sont préposées aux injures vis-à-vis du président de la République, qui sont bien connus. L'un est aux États-Unis, et il envoie sur WhatsApp des messages très injurieux vis-à-vis du président de la République, très violents, qui distillent la haine, dont le but est de chauffer à blanc une certaine opinion en tirant sur une certaine ficelle, parce qu'ils pensent que c'est une ficelle très rentable. Vous avez, en même temps que lui, d'autres préposés aux injures au président de la République qui disent qu'ils sont des militants de l'Umana et qui tiennent des propos très injurieux, très violents vis-à-vis du président de la République et qui les concluent toujours en disant il faut soutenir la marche du 21 décembre, maintenant du 13 janvier, il faut que vous sortiez très nombreux et il faut que ce jour-là, nous en finissions avec Issoufou et que nous le chassions de notre pays. Je pense que ces hommes-là et ces femmes qui se comportent de la sorte, ils ne sont pas de démocrates. Ils nous traitent de fascistes dans tous leurs propos, dans tous leurs journaux. Et donc, ils considèrent que nous n'avons pas le droit d'être là où nous sommes. Je pense qu'ils sortent de la démocratie. Et lorsque le rassemblement de l'opposition fait une déclaration, et son président, qui est son porte-parole, c'est M. Ali Jibo Dumax, l'ancien président du COSIMBA, cette structure qui avait été conçue pour tromper le président Ibrahim Baré Maïnassara, paix à son âme, l'amener à envisager d'être candidat et de passer en force en faisant litière de la démocratie, lorsque c'est un personnage comme ça qui nous dit que nous ne sommes pas de démocrates, croyez-moi que nous prenons ça pour un compliment. Lui, il est mal placé pour faire ce genre de remarques-là. Il est mal placé pour cette fatwa-là. Alors, monsieur le ministre, vous le disiez tantôt, ils ont voulu instrumentaliser les enseignants, mais ça va au-delà, puisqu'ils vous accusent de ne rien faire pour les fonctionnaires, que les fonctionnaires au Niger sont à l'abandon. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait, en effet, puisque leur stratégie devait passer par l'instrumentalisation de revendications légitimes parfois des travailleurs, évidemment qu'ils ont développé un discours dans lequel, pour légitimer ce qu'ils se proposent de faire, consistant à dire que nous avons abandonné les fonctionnaires, que nous ne nous en sommes pas occupés. Et, à cet égard, je vais vous donner quelques chiffres de notre gestion à nous, qui sont l'expression de la gouvernance telle que nous la concevons, qui est une gouvernance sociale, aux antipodes de la gouvernance qui avait été à l'œuvre du temps où M. Hama Amadou, leur héros, était Premier ministre. En 2000, il avait hérité
des mesures qui avaient été par le gouvernement de la 4e République dirigée par Amadou Boubacar Sissé, qui avait réduit les salaires de fonctionnaires en 1998 de 30%. C'est sur ces avantages que lui, il s'est assis pour maintenir en l'état cette situation des fonctionnaires qui les mettait dans des conditions de précarité totale. Pouvoir, la masse salariale par an s'est accrue de 1 milliard de francs CFA. Qu'il s'est assis sur ces avantages-là, il n'a pas recruté pratiquement un seul fonctionnaire. Je vais lui dire que tout le temps qu'il est resté Premier ministre, de 2000 à 2007, il n'y a pas eu un seul médecin qui ait été recruté. Et il n'y a pas eu 2000 fonctionnaires au total qui aient pu être recrutés, même au hasard des chances des individus. À plus forte raison, avoir une vision et un plan de recrutement de fonctionnaires. Nous, quand nous sommes venus, la première des choses que le président de la République ait faite, et c'est tout un symbole à cet égard, c'est dès la première semaine de recruter 530 médecins. Parce qu'en arrivant au pouvoir, nous avons découvert une situation où nous avions 350 médecins en activité et 530 en situation de chômage, qui durait pour des gens qui ont fait des études très longues. Et la première des mesures que le président de la République a eu, c'était de les engager dans la fonction publique. Et au total, nous avons, sur les 5 ans du premier mandat du président de la République, recruté 34 913 fonctionnaires, dont 28 674 cadres, pour la plupart des cadres A. Voilà ce que nous avons fait en termes de recrutement. Lui, il n'a pas recruté pendant les 7 ans qu'il est resté au pouvoir plus de 2000 travailleurs. Nous avons octroyé des indemnités et divers avantages aux travailleurs à l'occasion de 2 accords majeurs que nous avons signés avec l'intersyndicale des travailleurs nigériens. C'est ainsi que nous avons engagé des discussions autour de 3 revendications des travailleurs auxquelles toutes les 3 nous avons fait droit. Première revendication, augmentation de la grille salariale en agissant sur le traitement indiciaire. Deuxièmement, octroi d'indemnités et amélioration des indemnités existantes. Troisièmement, baisse de l'impôt unitaire sur les traitements et salaires. Sur la première revendication, nous avons augmenté le traitement indiciaire de 5% pour les cadres A, de 8% pour les cadres B et de 10% pour les cadres C et D. Nous avons augmenté 10% pour les contractuels, 10% pour les pensions de retraités. Voilà ce que nous avons fait comme augmentation. Nous avons aussi octroyé des primes aux travailleurs qui n'en bénéficiaient pas. En effet, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, nous avions eu une situation de disparité qui n'était pas soutenable moralement, où vous avez des secteurs dont les travailleurs ont des indemnités importantes et d'autres où ils n'avaient aucune indemnité. Les discussions que nous avons eues avec l'ITN ont pu aboutir à un accord en novembre 2012, à l'issue duquel nous avons octroyé une indemnité de logement à tous les travailleurs de la fonction publique. Seuls les secteurs de l'éducation, de la santé et des finances en bénéficiaient. Tous les autres n'y avaient pas droit. Nous leur avons accordé une indemnité de logement de 35 000 francs pour un cadre A2. Nous avons octroyé une indemnité de transport à tous les fonctionnaires. Ils n'en avaient pas fait la demande. Lorsque nous avons rencontré la délégation de l'ITN, ils n'y songeaient même pas. C'est sur l'initiative du Premier ministre, à partir de son propre cabinet, que cette proposition leur a été faite et ils en furent surpris. Elle est de 30 000 francs pour un cadre A2, qui n'avait droit à rien à cet égard, au demeurant. Puis une prime de service public de 30 000 francs pour un cadre A2. Je donne un exemple comme ça. Ça fait qu'en 2012, un cadre A2 de la fonction publique des secteurs qui n'avaient pas droit aux indemnités s'est retrouvé avec 30 000 et 35 000, 95 000 sur son salaire.
il faut ajouter l'augmentation de 5% sur son salaire de base et il faut enfin y ajouter la baisse de l'UETS de 5% qui a été concédée, qui se traduit par une hausse de son salaire, parce que c'est de l'argent que lui prenait l'État qui lui est concédé. Lorsque vous mettez bout à bout l'ensemble de ces concessions qui ont été faites, consacrées par l'accord que nous avons eu avec les représentants de travailleurs, un cadre se sera retrouvé avec 100 000 francs au moins, sinon nettement plus, parce que tout simplement, nous avons consenti à le faire. À l'époque, il faut que vous vous souveniez, Mamadou était président de l'Assemblée nationale. Et lorsque il lisait son discours de l'ouverture de la session parlementaire du mois d'octobre 2012, lorsqu'il s'est préparé à nous quitter, il avait été particulièrement virulent dans sa critique de l'incompétence du gouvernement et de son manque de savoir-faire, ce gouvernement-là qui prenait le risque de concéder tant aux travailleurs, parce que sa doctrine à lui, c'est que les travailleurs, il ne faut jamais rien leur donner. Il est resté 7 ans Premier ministre, même l'évolution dans les grades n'était pas suivie de bénéfices de traitement pour les travailleurs. Toutes les incidences financières des avancements ont été gelées. Il a fallu notre gouvernement pour mettre en place une structure avec les travailleurs pour qu'elle dégèle les avancements et qu'ils soient payés progressivement. Et cela nous a coûté des milliards. C'est-à-dire nous avons payé à sa place des traitements des travailleurs pour un travail qu'ils avaient accompli à l'époque. Lui, il était Premier ministre. Et c'est un homme qui se prévaut de ses compétences et de son savoir-faire en matière de gouvernance, simplement parce que ces recettes sont simplistes. Elles ne sont pas particulièrement difficiles s'il s'agit seulement que vous ne recrutiez pas et que vous n'augmentez pas les salaires, que même lorsque les travailleurs changent de catégorie et de grade, il n'y a pas d'incidence. Ce n'est pas particulièrement compliqué. Et en octobre 2012, il avait déjà commencé à nous dire que vous serez incapables de payer les salaires parce que vous êtes des amateurs. Et il a continué cette critique jusqu'au jour où on s'est séparés parce qu'il était en train de préparer les esprits, surtout de ses militants, en leur disant que vous voyez, ces gens-là sont incompétents, ils vont nous mettre dans une situation qui va être ingérable comme dans les années 90. Je voudrais lui faire remarquer que, à ce jour encore, nous payons régulièrement les travailleurs. Et plaise à Dieu, nous continuerons à le faire. Nous avons, nous, une autre conception du pouvoir et de sa gestion qui est aux antipodes de sa façon à lui de penser les choses à cet égard. C'est toute la différence entre nous et lui. Je veux vous donner l'évolution de la masse salariale qui est le produit du fait que nous avons 34 000 fonctionnaires et nous avons consenti les augmentations au profit des travailleurs que je viens de vous indiquer. En 2008, la masse salariale annuelle était de 86 milliards. En 2009, elle est passée à 93. En 2010, 96. 2011, 126 milliards. Ça, c'est l'augmentation consentie par le régime militaire, qui a fait mieux que le militaire. Puis 138 milliards, 198 milliards, ça, ce bon-là, il a consacré les augmentations que nous avons concédées aux travailleurs. 209 milliards en 2014, 240 milliards en 2015 et 258 milliards en 2016. Nous, il considère que nous sommes des amateurs. Lui, c'est le chantre de la bonne gouvernance. Mais je veux toutefois que les citoyens comprennent que c'est ça que nous avons fait aux travailleurs. Ils ne sont pas prêts de l'oublier. Et s'il y en a parmi eux qui l'oublient, ils ont tort. S'il y a parmi les travailleurs qui peuvent être sensibles à ce que lui il est en train de dire, ils ont totalement tort. Nous n'avons pas oublié les travailleurs, nous ne les avons pas abandonnés, bien au contraire, nous nous sommes occupés d'ailleurs, mais même pour l'économie, à mon avis, ce n'est pas quelque chose de forcément négatif parce que les travailleurs sont des consommateurs et lorsque vous accroissez leur pouvoir d'achat, vous donnez un certain coût aussi à l'économie. Alors, au-delà de la fonction publique, on vous accuse d'avoir totalement abandonné les secteurs sociaux, l'éducation et la santé, qui ne sont plus des priorités, selon eux, de votre gouvernement. Qu'est-ce que vous en dites aussi? Je vous ai dit que s'agissant des médecins, lui, tout le temps qu'il est resté au pouvoir, il n'a pas recruté un seul.
nous en avons recruté presque 1 millier au bout de 5 ans que nous avons exercé le pouvoir. Nous avons au total recruté 3000 personnels du secteur de la santé, entre les médecins et les paramédicaux. C'est à peu près le tiers des effectifs du personnel de la santé aujourd'hui. En 5 ans, nous avons recruté le tiers du personnel qui est en activité aujourd'hui s'agissant du secteur de la santé, en plus de toutes les réalisations que nous avons faites dans la promotion du système de santé, dans la construction dont le symbole pourrait être cet hôpital de référence, l'hôpital le plus grand de l'Afrique de l'Ouest, qui disposera du plateau technique le plus rehaussé de l'Afrique de l'Ouest et qui sera en effet une référence même pour les autres pays. S'agissant du secteur de l'éducation, Mahamadou en 2003 qui avait inventé le statut de contractuel et qui avait procédé au recrutement nombreux de contractuels au rabais, qui est à la base de la faillite de notre système éducatif aujourd'hui. Mais même là, je veux vous dire ce que nous avons consenti aux contractuels. Lorsque nous sommes arrivés, un contractuel 57 500, parce que nous avons accordé une prime de suggestion de 5 000 et une prime de craie de 5 000 francs. Lorsque le contractuel est directeur, il a une indemnité de direction. Lorsqu'il est en zone désertique, il a une indemnité de zone désertique. Nous avons aussi consenti une augmentation de 2 500 francs toutes les 2 années pour les contractuels. Ce qui fait que vous pouvez aujourd'hui avoir des contractuels qui touchent plus de 100 000 sessions là. Mais plus que cela, nous leur avons donné l'espoir en procédant à des recrutements massifs en leur sein. Dans la fonction publique, nous avons recruté personne. Toujours pour parler du secteur de l'éducation, je vais vous donner des chiffres qui vous montrent quelle était sa gouvernance à lui et quelle est la différence entre lui et nous. Lorsqu'il est venu en 2000 et qu'il avait été nommé Premier ministre, l'effectif d'étudiants boursiers du Niger se montait à 6 926. 6 926, retenez-le, pour 500 millions de francs d'enveloppe de bourse. 2000, l'année où il a pris le pouvoir. 2001-2002, de 6 900, on est passé à 5 900 boursiers, 1 million de moins. En 2002-2003, 5 600. 2003-2004, 4 460. 2004-2005, 3 376. Il continue 2005-2006, 3 792. 2006-2007, 2847. Il avait trouvé 6 900 fils du peuple du Niger qui avaient une assistance pour leur subsistance sous forme de bourse. Lorsqu'il avait quitté, il en a laissé 2847 seulement qui avaient droit à la bourse et qui en bénéficiaient. À peine le tiers. C'est ça sa gouvernance. Lui qui s'occupait si bien de l'école. Lorsqu'il était venu, le montant global de l'enveloppe de bourse faisait 4 500 000. Voilà, c'est pour Ouest dans le secteur de l'éducation. Parce que lui, il considère que l'éducation, ça ne sert à rien. Et il n'avait jamais de pudeur à dire que l'université et le système d'enseignement universitaire ne sert à rien. Ceux qui le défendent aujourd'hui, ceux pour qui il est un héros, et ceux qui disent que eux, ils vont se battre pour que des Nigériens meurent afin qu'ils prennent le pouvoir et que lui revienne pour diriger le pays, parce que c'est lui seul qui a droit au fait de diriger ce pays, doivent se dire qu'il y a des Nigériens qui ont été victimes de ce qu'il a entrepris. À l'époque, eux qui nous accusent de ne pas faire la promotion de la démocratie, lorsque lui était Premier ministre, l'université de Niamey a été fermée 3 fois. À 2 heures du matin, on ferme le campus. La première des choses qu'il a faites, c'est de définir de nouveaux critères d'attribution de bourse pour contracter le nombre, justement. Il a ramené l'année bourse à 9 mois et non 12 mois. Il a décidé de ne plus payer la bourse des vacances. Il a établi des critères draconiens pour que seule une minorité puisse bénéficier de la bourse. Il a diminué même le taux de la bourse. Il a maintenu les étudiants dans des conditions d'infra-humanité et ça ne lui suffisait pas. Il a fermé par 3 fois le campus universitaire. Il lui est arrivé de fermer le campus universitaire, d'interdire
que les bus assurent le transport des étudiants, mais de maintenir les cours. Et c'est dans ces conditions que des étudiants se sont retrouvés sous le pont et qu'ils ont inventé leur système d'ambassade, hein, qui est l'expédient par lequel ils ont pu survivre le temps que lui, il s'en aille. Cet homme-là, et ceux qui le défendent aujourd'hui, qui sont mobilisés à travers cette société civile et les partis politiques de l'opposition, cet homme-là, voilà ses prouesses. Et je vais donner quelques autres chiffres. C'est qu'au lendemain de son départ, en 2008, de 2800 étudiants boursiers, on est passé à 4900 étudiants boursiers. Il a suffi seulement que lui, il parte pour que, à la fin du régime du président Tanja, on ait 8000 étudiants boursiers. Aujourd'hui, vous savez combien nous en avons? Nous en avons 25 605 étudiants boursiers parce que nous avons établi des critères plus généreux pour les étudiants parce que ces étudiants sont des enfants du peuple qui n'a pas les moyens de payer les études à sa progéniture. Et nous avons une enveloppe de bourse cette année de 16 milliards de francs CFA. Vous pensez que nous pouvons avoir le moindre complexe vis-à-vis des gens de ce genre-là, dont c'est ça l'intention, et ils peuvent nous jeter la pierre et instruire contre nous ce procès qui nous a fait, ces injures que nous ont faites parce que, prétend-il, nous avons abandonné l'école, lorsque lui avait abandonné l'école, lorsque lui embastillait les étudiants, lorsque lui embastillait les journalistes. Et nous avons utilisé des mots aussi violents, des mots injurieux, des mots aussi démesurés, aussi outranciers et orduriers pour le qualifier, pour qualifier sa gouvernance. Nous sommes restés plusieurs années dans l'opposition, mais nous avons été virulents dans notre critique, mais nous n'avons jamais eu recours à l'injure. Donc, messieurs, ne croyez pas que nous et les militants de nos partis de la majorité, nous avons quelques complexes vis-à-vis de ces gens-là lorsqu'il s'agit de promouvoir la bonne gouvernance, lorsqu'il s'agit de s'occuper des secteurs sociaux comme l'éducation ou la santé, ou lorsqu'il s'agit de respecter les libertés et les droits démocratiques. Alors, pendant ce temps, le Niger est applaudi de partout pour les efforts que vous déployez pour maintenir la sécurité, malgré les 3 grands foyers de tension qu'il y a dans la sous-région. Mais à leurs yeux, rien n'est fait pour la sécurité au Niger. Qu'est-ce que vous en dites? Ils sont les seuls à dire que le président Issoufou est un fauteur de violence et celui qui attire les agissements des terroristes contre notre pays. C'est un raisonnement très curieux, en effet. Partout ailleurs, lorsque les pays sont victimes du terrorisme, sur cette question au moins, ils font cause commune avec le pouvoir. Mais nous, ils ont toujours, et ça c'est leur thèse officielle, eu tendance à incriminer le président de la République, à le pointer du doigt comme le responsable du terrorisme parce que selon eux, celui qui parle beaucoup, celui qui provoque les terroristes. Moi, je connais des chefs d'État africains qui ne parlent jamais. C'est le cas du président Paul Biya. Mais le Cameroun subit des attentats terroristes, mais 100 fois plus que le Niger. Je ne pense pas que ce soit les propos du président Biya qui aient pu provoquer ces agissements des terroristes contre le Cameroun. Ils nous accusent des choses de ce genre-là parce que tout simplement, à mon avis, ils sont aveuglés par leur haine et ils sont prêts à faire feu de tout bois. Même les arguments indécents, même les arguments moralement pas recommandables, ils y recourent. Ça dénote tout simplement le fait qu'ils soient aux abonnés. Bon, en ce qui nous concerne, nous sommes en train, en dépit d'une situation financière extrêmement difficile, due à une situation économique universelle, pour ainsi dire, nous essayons aujourd'hui encore de nous comporter de façon à assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire de notre pays. Nous avons totalement changé l'équipement de nos forces de défense et de sécurité. Là où vous avez un escadron de la garde avec 1 ou 2 véhicules, maintenant vous en avez un escadron pour 5 véhicules et même plus. Nous avons les capacités à chaque fois qu'un véhicule est tombé en panne et qu'il n'est plus réparable de le changer. Jamais, depuis que je suis ministre de l'Intérieur, on ne m'a adressé une demande sans que je l'ai satisfaite pratiquement le même jour.
en termes de véhicules, en termes d'équipement, en termes de fusils. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé les soldats dans des situations où ils sont deux parfois pour un seul fusil. La première des choses que le président de la République a eu à faire, c'est d'acheter assez d'armes pour que chacun ait son propre fusil. Nous avons totalement changé l'apparence des soldats. Il suffit de les voir. Vous verrez que ce n'est plus les mêmes vêtements qu'ils portent parce que tout simplement ils sont neufs. Nous mettons beaucoup d'argent pour procéder à des commandes et faire en sorte qu'ils soient habillés de façon décente et que les citoyens qui les ont en face le respectent pour leur tenue déjà. Nous avons acheté des avions de guerre, nous avons acheté des blindés comme on n'en a jamais eu dans notre camp d'armes. C'est cet effort que nous avons maintenu de façon constante qui explique qu'en dépit de la situation économique très difficile, il y a moins de banditisme, que nous avons bien pris en charge la sécurité des citoyens. Nous sommes parvenus à créer un rapport de force favorable contre Boko Haram. Aujourd'hui, nous avons presque une cinquantaine de Boko Haram qui se sont rendus. Lorsque j'étais à Difa, il y a moins d'une semaine, ils étaient 30 et aujourd'hui, ils sont une cinquantaine. Et les flux vont se massifier, ils continuent. Preuve que la guerre dans certains secteurs est terminée. Dans les secteurs où elle ne l'est pas, nous sommes prêts. Nous avons eu la dernière fois un engagement au cours duquel nous avons tué 15 terroristes pour 3 de nos soldats qui sont morts. Nous faisons beaucoup d'efforts. Nous stabilisons la situation à la frontière du Mali. Vous voyez, du fait des mesures que nous avons prises, aujourd'hui, on a moins d'occurrences de situations comme on les avait enregistrées il y a de cela quelques mois. Nous maintenons la sécurité à la frontière de la Libye. Cet espace, il est très vaste, il demande des moyens importants. Nous les avons mis à la disposition de l'armée. C'est ça notre situation. Donc, eux, ils sont mal placés pour nous faire ce procès-là, exactement comme ils étaient mal placés pour nous faire le procès relatif à l'école et à la santé. Alors, monsieur le ministre, tous ces efforts que vous faites pour maintenir le Niger en sécurité, vous l'avez dit, c'est malgré une crise économique qui dépasse un peu les limites du Niger, c'est mondial aujourd'hui. Qu'est-ce qui est fait pour que cette crise soit maîtrisée au Niger? Cette crise, elle est exogène. Ses causes, elles sont ailleurs. Elles sont dues à du prix du baril de pétrole au Niger. La crise, elle remonte à octobre 2011, suite à l'accident nucléaire survenu au Japon, dans la région de Fukushima. Vous avez vu tout le procès qu'ils nous font sur les accords que nous avons eus avec Areva, alors que le prix de l'uranium était en baisse fulgurante. Nous avons eu les négociations en 2013 et les contrats à moyen terme que nous avons signés avec Areva nous ont permis de faire un prix, je me souviens à l'époque, de l'ordre de 57 000 francs le kilo. Aujourd'hui, sur le marché, le prix est à 18 000 francs. Nous avons maintenu avec Areva un prix de 50 000 francs le kilogramme. Grâce à cet accord qui était déclaré. Grâce à cet accord-là. Eux, quand l'uranium se vendait à 120 000 francs sur le marché, le contrat à moyen terme qu'ils avaient eu avec Areva leur avait permis de le vendre seulement à 73 000 francs. Il faut faire les comparaisons. Nous sommes un petit pays producteur de pétrole. Ils parlent de notre pétrole, nos gisements de pétrole. Nous produisons 20 000 barils jour qui sont raffinés. Nous payons dedans le prix des investissements qui ont été faits par la CNPC. Nous payons dedans surtout le prix de la raffinerie qui a coûté très cher. Nous payons les travailleurs et c'est dedans que nous avons quelques petites recettes fiscales qui se montent au total, en vérité, à quelque chose de l'ordre de 100 milliards de francs CFA. Ça ne vaut pas ce que nous avons perdu du fait de la baisse de l'uranium. Nous n'avons donc aucun avantage par rapport à eux. Nous sommes censés avoir les mêmes recettes en provenance des ressources naturelles. Mais si nous recrutons 34 000 travailleurs, quand eux, ils n'en avaient pas recruté, si nous payons 250 milliards de masse salariale par an quand eux n'en payaient que 87 milliards, les Nigériens nous doivent cela à la qualité de notre gouvernance. Nous aurions souhaité que, lorsqu'il avait tout maintenu, et de façon aussi draconienne que je vous ai expliqué, nous aurions souhaité qu'il fasse des routes. Il avait fallu que le président Issoufou, qui ne sait pas gouverner, il a fallu que cet homme-là, dont il décrit tant la gouvernance, qu'il accuse tant de corruption,
Il avait fallu que lui vienne pour que les routes de Niamey changent, pour que Niamey devienne une ville, pour que les Nigériens soient moins complexés lorsqu'ils vont ailleurs, pour qu'il y ait Dosso, qui est redevenu aussi une ville, qu'il y ait eu Maradi Kolia, qu'il y ait eu Agadez Sokni, et ainsi de suite. En fait, on se demande comment on peut avoir gouverné pendant 7 ans sans avoir rien fait et prétendre qu'on est le meilleur. Donc, nous avons une situation économique difficile pour ces 2 raisons que j'ai indiquées, mais pour une autre encore plus, la situation au Nigeria. Le Nigeria exporte 1,5 million de barils par jour. Dans les années 2012, ça s'est vendu à $120 le baril. En 2014, ça s'est vendu à $29 le baril. Ça a eu pour effet de créer une situation de désastre économique au Nigeria, qui s'est retrouvé dans une véritable situation de récession. Et c'est un grand partenaire commercial de notre pays. Et nous tirons beaucoup de ressources du commerce avec le Nigeria. Aujourd'hui, plus personne ne peut vendre un animal au Nigeria. Or, tous nos animaux nous étaient achetés au Nigeria, et en Libye et en Algérie. L'Algérie a fermé ses frontières depuis 2012. En Libye, il n'y a plus d'État pour que la route puisse permettre que les animaux soient exportés. Au Nigeria, les volailles, les chèvres et les bœufs du Nigeria viennent se vendre au Niger parce qu'ils coûtent plus cher au Niger qu'au Nigeria. Voilà la situation de grande difficulté dans laquelle nous sommes. Le revenu des citoyens nigériens s'en sont ressentis, mais ils se sont ressentis de cette situation encore plus au Nigeria, encore plus au Tchad, vous devez suivre l'actualité, et tout autant au Bénin. Ces 3 pays plus le Cameroun ont beaucoup souffert de la situation de récession du Nigeria à cause de la centralité dans l'économie de la sous-région, secteur de ce pays-là. Voilà les causes de la situation économique. Ce n'est pas celle qu'eux, ils invoquent tout simplement. Mais malgré tout, nous maintenons l'État. Et nous le maintenons à un niveau totalement respectable qui nous vaut les louanges de tous nos partenaires de façon unanime. En plus d'être un îlot de paix, dans cet océan de turbulences, nous sommes un pays dont l'État a pu se maintenir en faisant face à toutes ces charges de souveraineté, de nature à lui permettre d'assurer une stabilité sociale indispensable pour la vie ensemble, mais aussi une sécurité qui nous est enviée par tous nos voisins. Alors, monsieur le ministre d'État, vous évoquiez tantôt l'embellissement de la ville de Niamey. Ça a eu pour conséquence de faire déguerpir certains commerçants qui avaient des boutiques aux alentours des établissements publics. Ça aussi, ça a été pointé du doigt par l'opposition et la société civile. Est-ce que cette action est réellement blâmable? Ça dépend de comment on veut voir les choses. Elle n'est pas blâmable, pas du tout, sinon on ne l'aurait pas faite. Elle comporte des inconvénients, incontestablement. Personne ne le nie. Nous avons le cœur fendu lorsque nous voyons ce qui s'était passé. Mais les responsabilités, elles peuvent commander aussi des choses douloureuses. Ce que nous avions aux alentours du Grand Marché n'était pas une situation acceptable. Ceux qui ont fait, ceux qui ont causé cette situation sont des criminels. Un marché a été conçu, il a été construit. Il y a un parking, il y a des routes avec leurs chaussées, leurs trottoirs. Mais ce qui s'est passé au Grand Marché, c'est qu'après qu'on a construit le marché, on a envahi le parking par des boutiques, des petites boutiques qu'on a construites tout autour du marché, des étals qui sont venus occuper le trottoir et même occuper la chaussée. Vous avez beaucoup de personnes aux alentours qui ont leurs propres boutiques, qui ont leurs officines, des pharmacies, de maisons de commerce, qui ne sont plus accessibles. Et puis la route elle-même n'était plus accessible. Il y a une situation d'insécurité extrêmement dangereuse. Et c'est notre capitale, c'est-à-dire la vitrine de notre pays. Lorsque quelqu'un vient au Niger, il vient d'abord à Niamey. Cette situation, on ne peut pas la tolérer. Nous avons dû, la mort dans l'âme, prendre les décisions que nous avons eu à prendre. Faire déguerpir les gens aux alentours du Grand Marché.
Nous en avons profité pour faire déguerpir tout ce qui avait envahi l'administration, les écoles, les centres de santé. Hein, nos écoles sont devenues des lieux où des dealers viennent vendre allègrement leur drogue. Et ça corrompt nos propres enfants et ça met en danger leur avenir. Voilà les mesures que nous avons prises. Elles sont douloureuses, c'est incontestable, mais elles sont nécessaires. Elles me paraissent nécessaires. Nous avons depuis lors entrepris de faire en sorte que tous qui sont délogés dans le cadre des mesures de déguerpissement que nous avons prises soient logés dans des marchés à inventer, à créer, pour que les trottoirs cessent d'être des marchés, que les rues cessent d'être des marchés, que la circulation soit fluide et qu'un trottoir soit un trottoir. Voilà ce que nous avons fait depuis lors. Nous avons travaillé dans le cadre d'un comité qui a identifié tous les sites où nous allons créer des marchés. C'était une philosophie depuis toujours du gouvernement de créer des marchés dans les communes. Aujourd'hui, nous avons un marché à Koubia dont le plan d'aménagement est fait et dont l'aménagement va commencer incessamment, où nous aurons 2129 boutiques. 2129 boutiques. Nous avons ouvert un registre à la commune 1 et nous avons demandé à tous ceux qui détiennent des quittances et qui ont été concernés par les mesures de déguerpissement, qu'ils soient aux alentours du grand marché ou ailleurs, de préférence surtout à la commune 1, qu'ils aillent s'enregistrer. Un comité est créé et l'enregistrement a commencé. D'ici peu, nous allons procéder aux aménagements et tous qui auront des boutiques qui leur seront attribuées iront conformément au plan d'aménagement construire leurs boutiques et les occuper. Au niveau de la commune 2, nous avons 950 places disponibles à Calais Plateau. Là également, le plan est fait et l'enregistrement est ouvert. Et tous ceux qui sont concernés par les mesures de déguerpissement et qui voudraient avoir une boutique sur ce site-là sont appelés à aller s'enregistrer là-bas. Pour la commune 3, nous avons un grand terrain qui est le cimetière musulman. Ça fait 12 hectares. Ça peut abriter plusieurs milliers de boutiques. Nous sommes dans des discussions. Il s'agit d'un ancien cimetière. Nous allons certainement le recycler en marché. Mais il y a un minimum de précautions à prendre. Nous sommes dans le protocole à l'occasion de ces discussions pour que nous puissions réaliser cela. Au niveau de la commune 4, à Bassora, déjà un marché de 700 places existe, au sein duquel nous avons affecté des boutiques à 352 déguerpis. Un autre terrain a été identifié de 450 places. Le plan de son aménagement va incessamment être fait et les enregistrements vont être réalisés au profit des déguerpis. Au niveau de la commune 5, nous avons un marché de 300 places à Saguia. Là également, le plan est en train d'être fait et tous les commerçants déguerpis qui ne sont pas très nombreux de la commune 5 vont certainement être logés là-bas. Après que nous avons pris ces mesures qui ont concerné à peu près 4000 boutiques, nous disposons aujourd'hui, sur la base de l'évaluation de ce potentiel sans le cimetière, de 6350 places disponibles qui vont, à partir de maintenant, être affectées, qui ont commencé depuis la semaine passée, à être affectées à tous ceux de déguerpis qui voudraient cesser de squatter les alentours du grand marché et les trottoirs. Comme ce genre de choses ont leur propre vertu, nous avons été en devoir de réaménager le marché de Bukoki que j'ai visité, qui est un grand espace là également, qui est sous-exploité. Son plan d'aménagement est fait et il prévoit 1150 boutiques plus 2100 hangars ouverts. C'est presque déjà tous les déguerpis qui peuvent se retrouver là-bas et c'est au centre-ville. Ce n'est pas loin du grand marché, donc ça a beaucoup d'avantages. Et je vous ai dit qu'il avait fallu que nous fassions ce que nous avons fait pour que nous imaginions les solutions. Mais si nous étions restés à ne rien faire, jamais nous n'aurions envisagé des solutions d'avenir. Nous avons aussi le marché Bonkrani. Il y a une partie qui est occupée, en effet, de l'extérieur, mais il y a une autre partie importante qui n'est pas occupée. Nous en avons fait aussi le plan de réaménagement
qui va nous offrir 1300 boutiques et 1700 hangars ouverts. C'est-à-dire qu'au fond, avec le cimetière musulman, nous aurons un potentiel de 14 000 boutiques, nous pensons. Nous avons quelques mois pour faire tout cela. Et il me semble que le jour où nous aurons réalisé tout cela, l'histoire retiendra que nous avons mis fin à la situation de Capharnaüm qui prévalait autour du grand marché. Voilà, merci Monsieur le ministre pour tous ces détails. Merci Mesdames, Messieurs d'avoir suivi cet entretien et bonsoir.